matin, votre matinale info sur Europe 1. François Geffrier. À 8h, le journal de Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour François, bonjour à tous. Une enquête ouverte et une plainte déposée à la suite des travaux réalisés dans les locaux parisiens d'Actes Sud, l'ancienne maison d'édition de la ministre de la Culture. C'est la troisième affaire que doit affronter Emmanuel Macron. À la une également Sophie. L'homme qui a tué sa mère et sa sœur hier à Trappes souffrait de problèmes psychiatriques, des problèmes connus, pourtant il n'était pas suivi. À l'hôpital public de Bailleul dans la Sarthe, les femmes ne peuvent plus avorter. Les médecins invoquent leur liberté de conscience et refusent de pratiquer l'IVG. Les élèves de primaire et de lycée plancheront dès la rentrée des évaluations nationales voulues par l'exécutif. Et puis après un été caniculaire, il fait froid, pas de problème pour les vacanciers qui s'adaptent. Dans un quart d'heure, le Rassemblement national sous le coup de sanctions financières de la justice a dû revoir son programme de rentrée. Le parti de Marine Le Pen ne fait pas d'université d'été. Son trésorier Valrand de Saint-Just est l'invité politique d'Europe 1 à 8h15. Françoise Nyssen dans la tourmente. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après les révélations du Canard enchaîné. Des travaux présumés illégaux dans les locaux parisiens de la maison d'édition qu'elle dirigeait avant d'entrer au gouvernement. C'est la deuxième affaire de ce genre pour Françoise Nyssen, après des faits similaires dans les locaux d'Actes Sud à Arles. Pour Philippe Gosselin, député LR, ça commence à faire beaucoup. Quand on est dans le monde qui se veut irréprochable, il faut mieux être soi-même irréprochable. La présomption d'innocence est essentielle à mes yeux, mais je trouve qu'on a quand même beaucoup d'accumulation en ce qui concerne la même personne, Françoise Nyssen, Actes Sud, pour la gestion passée. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de légèreté de la part de l'ancienne dirigeante, aujourd'hui ministre de la Culture. Philippe Gosselin, le député LR, qui évoque beaucoup de dossiers pour une même personne. Hélène Jouan, si on ajoute à cela à l'affaire Benalla et celle du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, ça commence aussi à faire beaucoup pour Emmanuel Macron. Oui, pour un président qui espérait que le charivari de l'affaire Benalla, qui a plombé son début d'été, soit une affaire classée, forcément, les mezzanines de Françoise Nyssen font carrément désordre et plombent de fait son retour aux affaires. Françoise Nyssen est une ministre qui est déjà fragilisée, d'abord par les premières révélations du Canard enchaîné il y a 2 mois, vous l'avez dit, fragilisée aussi politiquement parce que c'est une des ministres de la société civile qui n'a pas pris la main sur son ministère, se faisant peu à peu dépouiller de ses grands dossiers comme l'audiovisuel public ou encore l'édition. Alors, pour autant, ces jours sont-ils comptés? On voit bien comment l'opposition commence à s'emparer de l'affaire Nyssen. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a rappelé mercredi la règle. Si mise en examen il y a, l'affaire est entendue, Françoise Nyssen sera obligée de démissionner, mais sans mise en examen, on ne bouge pas et on sait qu'Emmanuel Macron déteste agir sous la pression. Donc on n'imagine pas aujourd'hui qu'il fasse un remaniement ad hoc juste pour se débarrasser de sa ministre, à moins qu'elle, de son plein gré, lâche l'affaire et son ministère, il se murmure qu'elle en a plein le dos. Quoi qu'il en soit, la rentrée de l'exécutif se fait sur un mode copier-coller de sa sortie. C'est l'image de la République irréprochable qui est aujourd'hui sérieusement entachée. Merci Hélène Jouan du service politique d'Europe 1. Et si ce sujet vous intéresse, si vous pensez que Françoise Nyssen doit démissionner ou si au contraire vous trouvez que cette affaire va faire pchit, n'hésitez pas à appeler Europe 1 au 39 21 sur ce sujet ou sur tout autre. À partir de lundi, vous pourrez dialoguer avec Nikos Aliagas chaque matin à 7h40. Vous pourrez être son invité. Le 39 21, c'est 50 centimes la minute. Il est 8h03. À la suite du journal de Sophie Tussaud, l'attaque de Trappes hier serait l'acte d'un déséquilibré. Oui, bien que revendiqué par le groupe État islamique, les autorités écartent pour l'instant un acte terroriste. L'homme qui a tué au couteau 2 membres de sa famille avait des problèmes psychiatriques importants, des problèmes connus de son voisinage. Je sais qu'il avait des problèmes avec sa femme. Il avait des problèmes d'héritage avec sa famille. Son comportement, il s'est un peu dégradé avec le temps, avec ses soucis, avec sa grosse consommation de stupéfiants. Vu comment il était depuis un moment, ça se sentait qu'il allait y avoir quelque chose. Il n'était pas suivi, il n'y avait pas grand monde qui faisait gaffe à lui, quoi, et voilà, quoi. L'un des voisins de l'assaillant au micro Europe 1 de Jean-Jacques Herry. Alors on vient de l'entendre dans son témoignage, l'homme n'était pas suivi. Bernard Granger, professeur en psychiatrie et psychiatre à l'hôpital Cochin, était l'invité ce matin d'Europe 1. Il évoque le manque de moyens récurrent pour son secteur. Depuis des années et des années,
10-15 ans, les psychiatres alertent sur l'appauvrissement progressif de la psychiatrie publique. Le résultat de cet appauvrissement progressif, eh bien c'est très simple. Faute de lit, par exemple, on est obligé de faire sortir prématurément des patients et alors qu'ils ne sont pas stabilisés. Et donc un mois après, ils vont revenir. C'est le phénomène de la porte tambour. Si vous avez un délai d'attente de 6 mois, 1 an pour un premier rendez-vous dans un centre médico-psychologique, vous imaginez bien que tout ce qui peut se passer entre-temps. Bernard Granger, professeur en psychiatrie et psychiatre à l'hôpital Cochin, était l'invité de François Geffrier ce matin sur Europe 1. Après 3 semaines de détention provisoire, ils ont dormi chez eux. Les rappeurs Booba et Karis ont été libérés hier soir. Ils restent sous contrôle judiciaire en attendant leur procès début septembre pour violence après la bagarre à l'intérieur de l'aéroport d'Orly. La situation est grave selon le planning familial de la Sarthe. Depuis près de 9 mois, l'hôpital de Bailleul ne pratique plus d'IVG. Il y a un manque de personnel, premier obstacle, mais autre problème, et il est plus profond. 3 des 4 gynécologues obstétriciens refusent de réaliser cet acte médical et font valoir leur clause de conscience. La direction de l'établissement a donc dû renoncer à pratiquer l'avortement. Sur place, des voix s'élèvent pour dénoncer une atteinte aux droits des femmes. Rémi Botsaron. Depuis le mois de janvier, la réponse donnée aux femmes qui souhaitent bénéficier d'une IVG dans cet hôpital est toujours la même. Elles doivent se rendre au Mans ou à Angers, à 45 km de là. Une situation qui est une atteinte au droit à l'avortement, selon Marlène Boutet, directrice du planning familial de la Sarthe. On a des personnes qui n'ont pas forcément de véhicule, des femmes qui souhaitent accéder à l'IVG sans tenir au courant leurs proches. Ce qui est plus compliqué quand on n'a pas de moyens mobiles, sachant que pour une IVG, il faut compter quand même au minimum 3 rendez-vous. Et ça peut être le parcours du combattant pour pas mal de femmes. Cet été, une sénatrice du département a dénoncé les réticences de ces médecins qui s'expriment, selon elle, au mépris de l'accès aux soins, une remise en cause inacceptable de la clause de conscience, selon Bernard de Rochambeau, président du syndicat des gynécologues obstétriciens. On ne peut pas forcer un médecin à faire un soin qui serait contraire à son éthique ou à sa conscience. Le médecin a un devoir, c'est d'orienter la patiente vers un service où elle sera prise en charge. Pour le syndicat, le problème posé est avant tout celui de la désertification médicale. L'hôpital assure chercher en vain un nouveau praticien. Un médecin généraliste diplômé en gynécologie pourrait finalement être appelé en renfort pour permettre à l'établissement de pratiquer de nouveau des IVG. Rémi Bossaron. Plus que 2 week-ends avant de retourner à l'école, et comme l'avait promis Emmanuel Macron durant sa campagne, dès la rentrée, de nouvelles évaluations nationales attendent les élèves du primaire et du lycée. Elles se dérouleront dès la 2e quinzaine de septembre. Virginie Salmen. Une véritable culture de l'évaluation doit se déployer en France. Les termes sont clairs, assumés. Ce sont ceux d'Édouard Philippe, le Premier ministre, dans ses directives pour l'éducation publiées au cœur de l'été. Dans les classes, on maintient les 2 évaluations en CP, en septembre et en février, et celle pour les élèves de 6e comme l'an dernier. La nouveauté de cette rentrée, c'est un test aussi en CE1 et au lycée en seconde. Pour le CE1, ce sera 3 séances de 20 minutes en français et en maths, lecture à voix haute, orthographe, calcul mental. Les parents recevront les résultats de leur enfant comme pour les CP. Et puis en seconde, ce sera 2 évaluations de 50 minutes, français et maths, pour tous les élèves, qu'ils soient en filière générale, pro ou technologique. L'idée, c'est d'avoir une photo la plus exacte possible du niveau des élèves, puisque les statistiques montrent qu'un élève sur 5 ne maîtrise pas la langue française à l'entrée au collège, et c'est pire en maths, c'est un élève sur 3. Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Après les grosses chaleurs de l'été, cette fin ou ce début de vacances va se dérouler dans le froid. Les températures baissent brutalement en cette fin de semaine. C'est particulièrement le cas en Loire-Atlantique où les touristes que vous avez rencontrés, Pierre-Baptiste Vanzini, ont rapidement repris leurs habitudes de frileux. Et oui, le rafraîchissement se fait déjà sentir. La preuve, il suffit de demander à Émilie quand est-ce qu'elle va aller se baigner. Elle éclate de rire. Ah, vous avez vu les températures? Trop frileuse. C'est vrai que 18 degrés, c'est un peu limite. Et du coup, en attendant, elle s'occupe comme elle peut avec sa petite fille de 3 ans. On observe les petits animaux marins. J'ai vu une crevette tout à l'heure, mais je l'ai perdue de vue. Et dans l'eau, personne ou presque. Seule Marie-France se baigne jusqu'au mollet. Il n'y a pas une chaleur terrible. Donc on marche dans l'eau et c'est très très bon pour la santé. Quand on marche, c'est impeccable. Impeccable. Et puis on a un beau paysage, des beaux rayons de soleil à travers les nuages. Ça fait une belle peinture, quoi, en fait. C'est magnifique.
Et surtout, vous avez l'eau presque pour vous toute seule. Ah bah alors là, ça c'est génial. En arrivant sur la plage, elle est pour nous tout seuls. Alors qu'hier, c'était bondé. Et un peu plus loin, gilet boutonné jusqu'au cou, Marie-Madeleine est un peu déçue de ne pas pouvoir aller se baigner, même si la chaleur a été pour elle plutôt très pénible cet été. Il y avait besoin un petit peu de fraîcheur, c'est vrai. On a fatigué avec les grandes chaleurs quand même au mois d'août. Ça va faire du bien. On va se ressourcer. Et étonnamment ici, tous ceux que j'ai rencontrés croisent les doigts pour que ce rafraîchissement ne soit que passager. Pierre-Baptiste Vanzignan en Loire-Atlantique pour Europe 1. Rafraîchissement sur la plage avant la rentrée politique. La rentrée politique, c'était dès cette semaine. La rentrée des classes bientôt, mais la rentrée musicale déjà. Oui, et Jane sort son deuxième album aujourd'hui. Il s'appelle Soldier, un opus en anglais à 100%. L'occasion pour la chanteuse de 26 ans, fille d'expatriés, de confirmer son succès à l'étranger. Moi, l'anglais que je chante, c'est pas un anglais parfait, c'est vraiment un anglais des voyageurs, des baroudeurs, et j'arrive à me faire comprendre à peu près n'importe où. Et c'est ça que je veux, c'est que ma musique est quelque chose d'un peu universel. Et ce que je recherche le plus, et ce qui est très compliqué à avoir, c'est cette intemporalité-là, aussi cette musique qui vieillirait bien. C'est vrai que quand j'écris, j'ai envie de raconter une histoire par des sonorités. Donc forcément, le premier était très tourné vers la rumba congolaise. Et celui-là va un peu plus loin. Il parle de mon expérience musicale à Paris avec l'électro, mais aussi de mon goût pour le hip-hop américain, et en même temps de mon influence aussi d'Abu Dhabi et Dubaï. Donc c'est vraiment retracer mon parcours avec des sonorités. C'était Jane au micro européen de Benjamin Lévesque. Dans le journal de 8h de Sophie Tussaud. Merci Sophie, à tout à l'heure. Europe.